Bonjour à tout le monde. Vous êtes donc en lien avec la Vigie de l'eau. La Vigie de l'eau qui est une association de culture scientifique autour de l'eau, également une association de sensibilisation à la démarche de recherche. La Vigie de l'eau est basée à Vittel, donc dans les Vosges. En deux mots, le concept, vous l'avez compris, c'est donc deux sites distants, Émile et Sonderfer à Paris, et Zerem Lema, deux chercheurs, lui est à Addis Abeba en direct, et deux classes, enfin deux lycées, pardon, le lycée de Mirecourt qui est présent physiquement à la Vigie de l'eau, et le lycée Jean Lossa à Bruyères dans les Vosges, ils vont intervenir. Donc, ce que nous proposons, c'est d'abord de donner la parole à Émile, qui est la chercheure à l'origine du chat d'aujourd'hui. Alors, pour me présenter, donc moi je suis née en Lorraine, je suis née à Nancy à l'origine, et j'ai habité à Metz jusqu'au baccalauréat avec un autre élève de l'école qui est devenu mon mari. On a monté un projet de recherche. En fait, on a créé une association dont l'objectif était de s'intéresser à la façon dont l'eau était partagée entre différents pays. J'ai rencontré une chercheuse australienne, Catherine Daniel, qui m'a parlé d'une thèse qu'elle était en train de monter en coopération entre une université française, donc la Grosse et une université australienne. Donc j'ai postulé à cette thèse et j'ai été prise. Et donc j'ai commencé en 2012 à travailler sur un projet qui s'appelait Afro Maison et dont l'objectif était de travailler autour de la gestion des ressources naturelles dans 5 pays d'Afrique. Et un de ces pays était donc l'Éthiopie et la zone de Foguera, donc dans le nord de l'Éthiopie. La thèse m'a amené à travailler, à mettre en place en fait différents systèmes pour faire participer la population locale dans la gestion des ressources naturelles. Mais donc j'ai terminé ma thèse en octobre l'année dernière, donc il y a quelques mois, et puis j'ai commencé depuis janvier une mission à l'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Là, je travaille toujours sur la gestion de l'eau, et plus sous un angle de politique publique. My name is Alalem. Hi everyone. I am from Addis Ababa, Ethiopia. Donc, So I'm working je m'appelle Lema et je viens d'Addis Abeba en Éthiopie. Yeah, I'm working as a researcher, social researcher mainly on innovation system in agriculture. Zelalem est un chercheur en sciences sociales qui travaille sur tout ce qui est les innovations agricoles. So mainly, if you let me, I can present some, because last time you told me that they might know where Ethiopia located and what Addis Ababa is or look like. So I have few slides if you want me to show. That would be great. So my slide, this one, Ethiopia is found in Africa, in the eastern part of Africa. So it is also called Horn of Africa. In the capital city is Addis Ababa, and the population is 100 million estimated. So 85% of this population is engaged in agriculture. It's a Blue Nile River source and home for 18 ethnic groups. Ce que disait Zelalem, c'est que donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, l'Éthiopie est située dans l'est de l'Afrique et on l'appelle la corne de l'Afrique. Il y a à peu près 100... How many people did you say were living in Ethiopia, Zelalem? 100 million. 100 millions d'habitants, donc c'est un pays très peuplé, et 85% de ses habitants sont des agriculteurs. Et l'Éthiopie est située en fait à une des deux sources du Nil qui se jette ensuite en Égypte. So this is how farming looks like in Ethiopia. Donc ça c'est ce à quoi l'agriculture ressemble en Éthiopie. And coffee is also known in Ethiopia, coffee production. Donc en fait, il y a beaucoup de culture de café.
This is our traditional coffee peoples. We also drink a lot. La cérémonie du café, c'est très traditionnel en Éthiopie. En fait, tout le monde prend le café plusieurs fois par jour. Il y a une manière très traditionnelle de le préparer, de le servir. Donc, comme vous voyez sur la photo. So Ethiopia is also a source of Blue Nile River. So you can see how the river starts from Blue Nile, Ethiopia, and crosses Sudan in Egypt. Donc là, on voit la source du Nil, donc du Nil bleu, qui ensuite traverse le Soudan puis l'Égypte. So this is a big dam currently constructed for 6,000 megawatt electricity also. Donc ça, c'est un grand projet de barrage. Vous en avez peut-être entendu parler, on en parle beaucoup dans la presse. En fait, c'est un barrage qui est destiné à produire de l'hydroélectricité, donc 600 000 mégawatts. Ça vous parlera peut-être pas, mais c'est vraiment un barrage d'une très grande ampleur qui fait beaucoup de tensions en fait avec les pays adjacents, puisque il nécessite une grosse retenue d'eau pour pouvoir produire de l'hydroélectricité. So the capital town of Ethiopia is Addis Ababa, and its population is 3.5 million, and it's also an administrative capital for African Union. Donc la capitale est Addis Abeba, il y a 3,5 millions d'habitants. Je crois qu'en comparaison Paris, c'est 10 millions. Et c'est aussi la capitale de l'Union africaine pour les... So Hillary is working in Ethiopia and also in other 17 countries in Latin America, Africa and Asia. Donc l'organisation pour laquelle Zelalem travaille s'appelle Hillary et c'est l'acronyme signifie Institut de recherche international pour de la recherche sur le bétail. Il travaille dans 17 pays en Éthiopie, mais aussi ailleurs en Afrique et en Asie. So in Ethiopia, we are working to improve the livelihood of farmers in terms of income, in terms of improving their productivity, in terms of utilizing the resources like soil and water. So we have many projects trying to engage many farmers to improve their livelihood. Et en Éthiopie, en fait, Zelalem travaille beaucoup avec des agriculteurs et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs en recherchant avec eux différentes techniques agricoles qu'ils pourraient utiliser ou de gestion de leur bétail. Yeah, so in Ethiopia we have many research activities, and researchers are going to the communities and trying to test their technologies, but I am responsible mainly for engaging different stakeholders to come together with the researchers to have a kind of local context research that will improve the livelihood of farmers. Les chercheurs de l'ILRI vont beaucoup sur le terrain travailler avec les communautés, mais Zelalem, lui en particulier, est responsable d'essayer de travailler avec le plus d'acteurs possible, justement sur les questions d'innovation agricole. So we call it Innovation Platform, and it's a multi-stakeholder platform where farmers, women, users, and NGOs, universities, and others are also part of it. And we have regular meetings to discuss on the research and the implementation activities. And once we get some innovation idea, then we are working with partners for scaling up to have bigger impact. Un des principaux projets qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'ils appellent une plateforme d'innovation. En fait, c'est des réunions régulières où différentes personnes se retrouvent. Donc, il y a à la fois des agriculteurs, mais il peut y avoir des politiciens, des représentants d'associations et qui réfléchissent à la gestion de l'environnement et l'agriculture et les innovations qu'ils pourraient mettre en place. Merci Zelalem. Nous allons peut-être laisser les deux lycées se présenter avant que de rentrer dans le contenu du chat et nous repasserons la parole à Emeline. Bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à cet échange. Merci. Nous venons du lycée agricole et forestier de Mirecourt, dans les Vosges. C'est un lycée public qui dépend du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Aménagement et de l'Agroalimentaire. Il y a différentes formations au lycée.
Il y a des bacs pro agricoles, bac pro forestier, bac pro agroéquipement. On a aussi des collégiens et puis des BTS agricoles avec des BTS gestion forestière et BTS axe. C'est l'analyse et la gestion d'un système d'exploitation. Le lycée, il a aussi une exploitation agricole sur le site de Mirecourt. Nous sommes dans la classe de bac STRV, c'est Sciences et Technologies de l'agronomie du vivant. Dans notre classe, il y a deux options, une option agricole avec la production animale et la production végétale, et une option d'aménagement du territoire. Donc nous nous sentons particulièrement concernés par la problématique de l'eau, parce que c'est nécessaire à la production animale et à la production végétale et puis à l'environnement. Donc nous souhaitons savoir plus de choses sur l'eau. Et il y aura aussi différents plans qui ont été mis en place pour gérer les problèmes de l'eau, comme le plan Ecophyto 2018. C'est un plan qui consiste à réduire la pollution de l'eau dans les milieux aquatiques. Donc nous aimerions savoir en quoi le jeu Water Games peut utiliser et sensibiliser la population à la problématique de l'eau et connaître les avantages et les inconvénients et les difficultés que rencontre lors de l'utilisation de l'eau. Merci beaucoup. Nous, on est un petit lycée donc au fin fond des Vosges, donc à peu près entre 400 et 500 élèves. Donc là, il y a 60 élèves qui sont en classe de première, économique et sociale et puis littéraire. Donc parmi d'autres filières générales, donc en S, également des élèves en STMG, en compta-gestion. Et puis donc là, ces élèves-là ont travaillé un petit peu en amont avec leurs professeurs de sciences économiques et sociales pour parler un peu de ce sujet. Pour vous présenter un petit peu plus ce qu'on a fait donc, avec Zelalem et puis nos autres collègues en Éthiopie. Donc je vais peut-être commencer un petit peu une vision un peu plus historique de ce qu'on a fait. Donc je vais vous parler du projet Afro-Maison. En fait, c'est un projet européen dans lequel différents partenaires sont impliqués, donc à la fois des partenaires français pour lesquels moi je travaillais, et puis des partenaires éthiopiens, donc entre autres l'ILRI, qui est l'organisation pour laquelle Zelalem travaille. Bon, l'intérêt de ce partenariat, c'était entre autres que l'ILRI travaille depuis très longtemps avec les acteurs et dans les communautés dans lesquelles on a travaillé. Et puis, moi, mon organisme de l'époque, qui était donc IRCA, lui, avec une connaissance technique, donc des jeux de rôle et puis du processus participatif qui a été mis en place avec les communautés. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est de commencer par identifier les différentes personnes qui étaient concernées par la gestion de l'environnement dans la zone de Foguera. En regardant finalement quels étaient les différents types d'agriculteurs qui travaillaient là-bas, au niveau du gouvernement, quels étaient les acteurs qui seraient intéressés pour venir participer à différents ateliers sur l'agriculture et la gestion de l'environnement. Et puis au niveau associatif aussi, il y avait par exemple des associations qui travaillaient sur la gestion des zones humides ou la gestion du bétail. Et donc, on a invité ces différentes personnes à se rassembler lors d'un atelier. Le premier était en décembre 2012, donc dans la région de Foguera, dans le nord de l'Éthiopie. Et puis, ces différents acteurs, donc il devait y avoir 35 personnes à peu près au premier atelier, donc sont venus, se sont rassemblés, et puis on a commencé à réfléchir ensemble aux principales problématiques qui étaient présentes dans la région de Foguera et sur lesquelles ces différentes personnes voulaient travailler.
Donc, il y a une réflexion là-dessus, et puis des thématiques qui sont revenues assez régulièrement, c'était autour notamment de la gestion de l'eau, puisqu'il y a un bassin versant avec un cours d'eau qui se jette dans un lac qui lui-même se jette dans le Nil. Et puis, donc il y avait cette thématique de l'eau, et il y avait la thématique donc du bétail et de l'érosion des sols, parce qu'en fait, la particularité de cette zone, de l'Éthiopie en général, c'est que toutes les terres appartiennent au gouvernement, donc aucun agriculteur ne peut posséder sa terre. Et en fait, les agriculteurs, si vous voulez, donc payent une espèce de redevance au gouvernement pour louer les terres à long terme. Et donc, il y a une grande rotation des terrains entre les différentes personnes, et les fermiers, notamment, amènent leurs troupeaux sur les différents terrains, donc que ce soit les leurs ou alors des terrains qui sont plutôt publics. Et c'est là où il y a pas mal de problématiques liées à la gestion de l'eau, parce qu'en fait, les troupeaux détruisent beaucoup de petites infrastructures qui sont mises en place, et notamment des infrastructures de canalisation d'eau, par exemple. Et donc, les acteurs qui se sont retrouvés dans cette salle ont décidé de travailler autour de cette problématique. Et donc, pour essayer de représenter, si vous voulez, toute la complexité de ces interactions, parce que vous imaginez bien qu'il y a donc les agriculteurs avec leurs troupeaux, mais il y a aussi les personnes qui utilisent directement l'eau et qui peuvent être impactées par le fait que les infrastructures d'eau ou les canaux soient détruits. Il va y avoir le gouvernement qui va mettre en place différentes lois. Et donc, pour représenter un petit peu toutes ces différentes interactions, on a créé un jeu qui finalement, on avait un plateau de jeu qui représentait la région de Foguera. Et puis, autour de la table, il y avait différents joueurs qui prenaient un rôle. Donc, ça pouvait être, on avait le rôle d'un agriculteur qui habitait plutôt en amont du fleuve, on avait un agriculteur qui habitait plutôt au milieu, et puis un agriculteur plutôt en aval. Et donc, ces agriculteurs avaient différentes activités, mais on avait aussi d'autres joueurs qui représentaient, par exemple, le gouvernement. Et l'idée du jeu, c'est que donc les différents joueurs ont des cartes actions dans les mains, et ils vont choisir de mettre en place dans le jeu différents types d'activités, donc à la fois des activités qu'ils mettent en place dans la vraie vie, mais aussi des activités qui pourraient être testées pour voir si dans le jeu ça pourrait fonctionner avant de le mettre en place dans la vie réelle. Sure. Actually, I want to add about what a game, how it helps also different institutions, stakeholders who are participated in the workshop, because it shows them how community participation in designing and implementation of different projects will help community to solve their own problems. So that's a big learning for us from stakeholders who are already implementing similar kinds of projects in their, like if you take university, research center, NGOs and governments. So that was a big lesson also we learned. Le jeu, en fait, donc la base du jeu qui s'appelle What a Game, c'est vraiment un jeu assez générique, mais finalement, ce qu'on a fait avec Zelalem et avec les autres collègues, c'est qu'on a adapté ce jeu aux problématiques de la zone de Foguera. Et donc, pendant plusieurs mois, on a travaillé à voir ce qu'on devait représenter dans le jeu, qui devaient être les différents joueurs, à quoi devait ressembler le plateau de jeu. Et donc ça c'est un processus qui est important aussi parce que ça permet aux différentes organisations présentes de travailler ensemble et de voir quelle est la représentation qu'ils ont finalement de la région et des problématiques. Et un autre aspect qui est important dans
ce jeu. Donc, ce que disait Zelalem, c'est l'idée de pouvoir vraiment impliquer non seulement les joueurs, mais aussi la population au sens plus large, et de leur montrer, enfin d'avoir une représentation de leur région et de ces différentes problématiques, et ça permet de faciliter la discussion sur ces problématiques d'érosion du sol et de gestion de l'eau. Yeah, maybe you want also the video talking about the participatory video if they want to see who are the farmers, who they look like, and what they are doing in the free grazing areas. So can I show that? Zelalem va montrer une vidéo qu'ils ont faite avec les agriculteurs dans la région de Foguera. Donc simplement un petit bout de la vidéo, mais on pourra vous envoyer le lien pour que vous puissiez la regarder en entier si ça vous intéresse. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'est que c'est les agriculteurs eux-mêmes qui l'ont réalisé. Donc en fait, Zelalem et ses collègues sont allés sur place et ils ont formé les agriculteurs à écrire un scénario pour leur petit film, pour savoir quelles idées ils voulaient présenter, à filmer eux-mêmes. Et donc tout a été fait par les agriculteurs eux-mêmes. La vidéo, ça permet surtout de voir les problématiques que les différents agriculteurs ont dans la région de Foguera, et notamment toute la problématique qui a été discutée pendant les réunions qu'on a organisées avec Zelalem et nos autres collègues. C'était donc autour de cette érosion des sols, puisque, si vous voulez, lorsque les agriculteurs laissent leurs troupeaux paître dans les champs, donc ça crée pas mal d'érosion, et cette érosion est entraînée par les cours d'eau et vient sédimenter les zones humides qui sont en aval. Donc les agriculteurs qui sont plutôt en aval du fleuve et qui avaient l'habitude d'avoir différentes activités comme la pêche par exemple, se retrouvent, ont des problèmes puisque les zones humides s'assèchent à cause de cette érosion qui est provoquée en amont par les troupeaux. Et donc, une des solutions qui pourrait être apportée et qu'on a discuté donc dans les ateliers, c'était le fait que les agriculteurs et les éleveurs donc, ne laissent plus leurs troupeaux paître librement, mais les mettent dans des enclos, qui est finalement ce qu'on fait nous en France. Sauf que leur problématique, c'est que du coup, il leur faut apporter du fourrage au bétail, et donc il leur faut un revenu leur permettant d'acheter du fourrage ou alors de le faire pousser eux-mêmes. Et donc là, on a commencé à discuter à travers le jeu notamment de comment est-ce qu'ils pourraient se procurer ces sources de revenus supplémentaires pour leur bétail. Oui, donc moi c'est Émilie Martin, je suis en première ES et la question c'est en quoi le jeu permet-il d'identifier les problèmes d'environnement? Okay, what a game tries to help people to really speak from their own mind that if one intervention is going to come, how it will affect their own livelihoods. So we try to represent all the farmers from upper, middle, and lower kind of watersheds, and then including the effect that it will have on the communities on the downstream.
So it helps us to really consider what kinds of impact will it create, so what needs to be done in order to avoid that kind of impact. En fait, ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que il n'y a pas une problématique environnementale. En fait, on se rend compte en travaillant avec différents acteurs que chacun a sa propre vision de quel est le problème. Parce que par exemple, en amenant tous les acteurs à ces différents ateliers, on se rendait compte que pour les agriculteurs, le problème c'était d'avoir des revenus pour acheter du fourrage pour leur bétail. Alors que, par exemple, pour les politiciens, le problème, c'était qu'il fallait mettre en place une loi pour empêcher les agriculteurs d'aller dans les zones qui étaient publiques. Donc, en fait, chacun a une vision différente de cette problématique et le jeu permet vraiment de confronter ces différentes visions et que les acteurs discutent de cette vision du problème, mais aussi des impacts que ça peut avoir à la fois en amont du jeu, en amont du jeu et du coup en amont du fleuve et en aval du fleuve. Et donc en général, la vision des personnes qui habitent en amont ou en aval est assez différente puisque il y en a qui sont plutôt à la cause du problème et d'autres qui en subissent plutôt les conséquences et chacun pourrait prendre différentes actions pour améliorer la situation. Bonjour, alors je m'appelle Caroline. Alors la question, existe-t-il des mesures mises en place pour la protection et la gestion des milieux aquatiques en Éthiopie? Yeah, there is a laws actually in Ethiopia before some 20 years. For example, the forest coverage was 14%. Now, because of don't have that kind of law, we are remaining only with 3 or 4% of forest coverage. But currently, government have developed a kind of policy that every citizen should plant different trees and also protect, and if there is a need to cut it, they have to replace it with 2 or 3, and by doing so we are trying to increase the coverage of the forest. Donc oui, il y a pas mal de lois et de politiques pour gérer l'environnement. Il y en a notamment 2 principales. Une qui est plutôt sur la couverture forestière. En fait, il faut savoir qu'il y a 80 ans à peu près, la couverture forestière en Éthiopie était de 14% du territoire. Donc 14% du territoire était couvert par des forêts. Et jusqu'à il y a quelques années, on arrivait seulement à 3 ou 4% du territoire. Donc beaucoup des forêts ont été détruites et il y a une loi qui a été mise en place qui dit que en fait à chaque fois que quelqu'un coupe un arbre, il doit en replanter 2 ou 3. Donc du coup ça doit permettre d'augmenter, de reforester un peu le territoire. The other is about water and soil management. Ethiopia is also embarking on this soil and water conservation activities. Government is trying to push communities to develop these soil funds to protect the soil and water conservation activities for increasing farm productivity and soil productivity as well. So you can maybe tell these two. Et la deuxième loi, c'est plus sur la gestion de l'eau et des sols, où là, en fait, le gouvernement essaye de voir quelles petites infrastructures pourraient être mises en place pour mieux gérer les sols, donc pour qu'il y ait moins d'érosion, pour qu'il y ait moins de pollution de l'eau, et puis pour aussi, du coup, augmenter la production agricole, parce que j'imagine que vous avez entendu parler des famines qui ont eu lieu en Éthiopie. Vous avez peut-être vu des photos aussi ou des reportages là-dessus. Et donc, l'agriculture est vraiment une des thématiques principales dans les politiques du gouvernement éthiopien, tout simplement pour la survie de la population en fait.
Une précision pour que les élèves voient un peu ce que représente 14% de couverture forestière. En France, en moyenne, la couverture forestière approche les 30%. En Lorraine, elle est de 35%. Et au niveau où on a été le plus bas en France, on pense que c'était à la fin du XVIIIe siècle avec plus de 15%. Donc là, quand on parle de 14% et puis une couverture forestière tombée à 4%, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il y a très très peu de forêts dans ces pays-là. Alors moi, c'est Romaine Calvisieux, je suis en première ES. Et ma question, c'est avez-vous bénéficié d'appui financier? Ma thèse était donc en partenariat entre une université australienne et une université française. Et donc, j'ai eu plusieurs sources de financement qui ont permis de payer à la fois mon salaire pendant les 3 ans où j'ai fait ma thèse et puis aussi mes déplacements en Éthiopie. Et donc, j'ai été financée en partie par le projet donc Afro Maison, donc qui est ce projet qui a mis en place les différentes activités en Éthiopie. Et l'autre partie était financée par l'UNESCO, qui ont un groupe qui travaille sur la gestion de l'eau, qui est basé en Australie. Et donc, eux ont financé l'autre partie de ma thèse. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'en général, au moins pour les sciences dures, mais de plus en plus pour tous les types de sciences, les thèses sont presque obligatoirement financées. Un étudiant n'est pris en thèse que s'il y a derrière un financement. En général, ce n'est pas un financement unique, c'est un financement qui provient de plusieurs organismes. Par exemple, en Lorraine, on peut avoir une thèse qui est cofinancée par le conseil régional et une université ou un organisme de recherche. Voilà, et souvent, en fait, les financements, soit c'est à l'étudiant qui veut monter son projet de thèse, d'aller contacter différents financeurs pour financer son projet, soit, et moi ça a été mon cas, c'est une offre de thèse qui est proposée, qui est déjà financée, où il y a déjà un accord entre les partenaires, et donc les partenaires mettent une offre d'emploi en fait à laquelle différentes personnes peuvent répondre. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Alors, est-il possible d'avoir un exemplaire du jeu pour l'utiliser auprès d'élèves du lycée? C'est une question facile, oui. Sous quelles conditions, concrètement, comment ça se passe? Alors, en fait, le jeu de base, donc What a Game, est disponible même depuis le site internet. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous-même télécharger les différents éléments du jeu et les imprimer. Et il y a aussi différentes plaquettes qui expliquent comment s'en servir. Et après, donc il y a un jeu qui a été développé, lui, plutôt sur différentes problématiques et notamment des thématiques d'eau potable et de gestion urbaine, et qui était à destination des écoles. Et celui-là aussi, vous pouvez, alors il faudrait que je me renseigne exactement, mais c'est via la CASDEN, donc je pense qu'on peut l'obtenir en les contactant. Je m'appelle Nathanaël. Okay. Et on voulait savoir... Oui. Et on voulait savoir si le jeu en Éthiopie il était différent de celui en Europe. La réponse est oui, bien entendu, parce qu'en fait, alors le jeu de base, donc que je disais What a Game, si vous voulez, c'est simplement des éléments qui permettent de représenter un territoire. Donc si vous allez voir sur le site internet, vous trouverez, en fait, il y a tout simplement des petits morceaux, des petits rectangles bleus qui permettent de représenter une rivière, des rectangles jaunes qui permettent de représenter des champs, il y a des petits éléments qui permettent de mettre un barrage. Et en fait, l'idée, c'est que c'est comme un puzzle, on va utiliser ces différents éléments et les mettre sur la table pour représenter une rivière particulière qui est dans la région. Et donc, ce jeu, il est identique pour tout le monde. Mais après, en fait, ce qu'on fait de ces différents éléments, c'est pour représenter différents terrains. Donc, en Éthiopie, comme la discussion autour des acteurs était
autour de l'érosion et de la gestion de l'eau. Donc on a créé un jeu en assemblant un plateau avec ces différentes pièces de puzzle qui permettait de représenter la situation là-bas. Because I haven't seen the game in France, so maybe I think in Ethiopia we try to use it for development purpose in terms of dealing with conflict between, for example, government and the community. Government was trying to stop immediately the free grazing, but communities were saying like we need to have a kind of developed forage. So at that time, the water game tool helped us to really, consider farmers' problem and also why local government was pushing this agenda. And there was like this agreement that it needs 3 years for stopping free grazing. So that was the kind of the game that helped us to really solve problem. En fait, le jeu, tout dépend c'est un outil de travail. Donc, tout dépend de l'objectif pour lequel on veut l'utiliser. Et donc, par exemple, en Éthiopie, un des objectifs, c'était entre autres de discuter du conflit qui a lieu entre les agriculteurs d'une part qui veulent pas arrêter de laisser paître leurs troupeaux un peu partout et le gouvernement d'autre part qui, eux, veulent les en empêcher. Et donc, il y avait un conflit qui faisait que ces deux catégories d'acteurs n'arrivaient pas à communiquer. Et donc, en fait, le jeu permet de discuter des freins des différents acteurs, de pourquoi ils ont ces différentes positions-là et pourquoi ils sont en conflit, et de mettre ça autour de la table. Après, dans d'autres cas, le jeu va pas forcément être utilisé pour régler un conflit, mais il peut être utilisé pour sensibiliser la population à la pollution de l'eau, par exemple. On peut avoir un jeu qui représente les différentes sources de pollution et imaginez qu'on ait beaucoup de gens autour de la table qui puissent se rendre compte de leur activité de tous les jours, c'est la pollution d'air, par exemple. Est-ce que certains agriculteurs étaient réticents par rapport au jeu? I haven't seen any farmer who have an issue with the game because the game was helped communities to experience a different meeting. You know, in Ethiopia we used to have a meeting kind of like boss, and then they are listening to, they don't have right to speak to the government or something like that. But the game was a kind of fun for them. It created fun, and at the same time they have also experienced communicating their feelings as well. So that was a kind of like new thing for them. La réponse de l'ALEM par rapport à ça, c'était que non, il n'y avait pas eu globalement de réticence vis-à-vis du jeu, et qu'au contraire, ils ont plutôt trouvé que c'était un outil déjà qui était ludique. Et c'est vrai que, en fait, la plupart du temps, imaginez-vous quand on vous invite à une réunion pour parler d'agriculture ou de choses assez sérieuses, souvent ils ont l'habitude qu'on leur fasse des présentations avec des chiffres, et là en fait, le fait d'avoir un outil qui soit différent, ça permet de discuter des mêmes problématiques, mais tout en ayant un côté vraiment ludique. Donc ils étaient assez attirés par ça. Et l'autre aspect, c'est que l'Éthiopie est une société qui est assez hiérarchisée, et la plupart du temps, les agriculteurs n'ont pas franchement l'opportunité de donner leur opinion sur différentes choses, et que en fait, en jouant au jeu, ils pouvaient donner leur opinion sans avoir peur d'être réprimandés ou par d'autres personnes qui étaient dans la salle, puisqu'en fait, dans le jeu, ils parlaient pas pour eux-mêmes, mais ils parlaient pour leurs joueurs. Et donc ça, c'était c'est quelque chose qui a été apprécié, de pouvoir communiquer plus librement qu'ils ne le font en réalité. Alors, bonjour, moi c'est Adrien, en classe de première ES. Quels sont les résultats de cette expérience? A-t-il des vainqueurs? This game is
it solves our conflict between governments, bodies, and communities. That's the result. And the winners are the communities, I think, because they have an issue. They don't want to stop regulating just immediately. They have to develop a kind of different forage varieties so that they have negotiated with government to wait until 3 years. So I think the winners are the communities. En fait, le principal résultat de ce jeu, c'est que le conflit donc, qui existait entre les agriculteurs et les politiciens a été en partie résolu. Et en fait, il y a beaucoup de politiciens qui ont reconnu que les avis des agriculteurs et les actions qu'ils voulaient mettre en place étaient tout à fait légitimes et donc leur ont donné, ont vraiment donné leur importance à leur point de vue. Et donc, pour Zelalem, les principales vainqueurs de ce jeu, c'est vraiment les communautés, parce que ça leur permet de voir comment améliorer leur niveau de vie et trouver des solutions pour essayer de mettre leurs troupeaux dans l'enclos. Ça leur permet d'avoir des vaches qui sont plus grasses, ça leur permet d'avoir de meilleurs revenus et donc une meilleure qualité de vie. Après, je pense que c'est pas des jeux dont l'objectif est vraiment d'avoir des vainqueurs, ou alors si peut-être comme un jeu collaboratif finalement, le but c'est qu'on atteigne l'objectif. Donc si l'objectif c'est de résoudre un conflit, si le conflit est résolu, je dirais que tout le monde y gagne. Ou alors s'il n'est pas résolu, tout le monde y perd finalement. Quelles sont les difficultés rencontrées lors de l'utilisation du jeu What Again? Déjà, il y a une difficulté quand on crée le jeu, parce que ce qu'on veut représenter, c'est extrêmement complexe. Il y a énormément d'acteurs différents, donc il pourrait y avoir, si on voulait, 20 différents joueurs autour de la table. Il y a plein de choses qu'on peut représenter dans le jeu. Donc, par exemple, là, on voulait représenter l'érosion et la pollution de l'eau, mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont liées, les différents types de cultures, il y a les politiques qui sont mises en place. Et donc, à un moment donné, quand on crée le jeu, il faut choisir sur quoi on veut se concentrer, parce que sinon, on peut vite arriver à un jeu qui est extrêmement complexe et perdre finalement les participants, parce que il va y avoir beaucoup trop de règles et certes le jeu va peut-être mieux représenter la réalité, mais en même temps les participants vont pas y trouver leur compte, vont avoir plus de mal à le comprendre. Yeah, especially for local communities, I think the game is a bit advanced, and also because of the local context in Ethiopia, the farming system is crop, livestock, mixed farming system. So we have to put a lot of things in the game and let farmers, these local communities to play that. So that was the most difficult part. C'était pas évident pour les agriculteurs de pouvoir jouer le jeu, de jouer au jeu, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui étaient représentées, qu'il y a beaucoup des agriculteurs qui étaient présents aux ateliers qui étaient analphabètes, donc on a essayé dans la mesure du possible qu'il n'y ait rien qui soit écrit sur le jeu, donc les cartes actions que les différents joueurs avaient en main représentaient plutôt des photos pour qu'il n'ait pas besoin de lire, mais c'est sûr que les dynamiques du jeu peuvent être complexes à comprendre. Et après, la difficulté aussi, c'est que en Éthiopie, la plupart des agriculteurs ont vraiment diverses activités. Donc, à la fois, ils cultivent du café ou d'autres, ou des légumes ou des céréales. Ils ont du bétail. Les femmes collectent les boules de vache beaucoup parce que ils les utilisent pour faire l'isolation des maisons entre autres et le chauffage. Donc c'est vrai que toutes ces activités dans la vie réelle font que le jeu peut être compliqué. En Éthiopie, existe-t-il un lien entre la rareté et le prix de l'eau?
in Ethiopia, actually, we access water from groundwater and mostly from spring developed by the government. And in urban areas, people pay for what they have used. So there is a speedometer, a meter on it. So the amount of water they consume, they need to pay for it. But when it comes to the payment, it's really little payment. The government is supporting the water projects in Ethiopia. So when it comes to utilization, still we have not that much enough water, but still those who have access to for example, potable drinking water, they are not using it efficiently because of the water service charge is not that much costly. As the government is supporting it. En fait, dans les zones urbaines, l'eau vient surtout des nappes phréatiques et puis de sources qui sont opérées par le gouvernement. Et donc, les habitants payent pour le service d'eau. Mais le prix de l'eau est très faible et du coup, alors je ne sais pas si on peut dire du coup parce qu'il y a probablement d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais il y a beaucoup de gaspillage de l'eau et elle n'est pas utilisée de manière très efficace. Donc ça c'est pour les zones urbaines. In the rural areas, many communities are not accessing drinking water supplies, and because of they are scarcely populated and it's difficult for government to develop a kind of water system pipe that goes to every houses. So they are relying on traditional water access. Et dans les zones rurales, par contre, dans la plupart des communautés, il n'y a pas du tout de service d'eau. Donc en fait, c'est la population elle-même qui va chercher l'eau dans des puits, dans les rivières. Et donc là, il n'y a pas de prix de l'eau. Finalement, c'est un accès direct. J'ai deux questions pour Evelyne. Est-ce que le jeu Watergame est utilisé en France? Est-ce que vous connaissez des utilisations du jeu en France? Première question. Et deuxièmement, au niveau de votre thèse, qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de cette expérience, vous, dans votre thèse? Oui, le jeu est utilisé en France. Alors moi, personnellement, je n'y ai pas participé, mais j'ai plusieurs collègues qui le développent, qui l'ont développé, donc pas mal autour de la région de Montpellier et du bassin de Sceaux, puisque c'est là-bas que sont basés les chercheurs qui ont développé ce jeu à la base. Mais il y a eu aussi d'autres applications, notamment en Lorraine. Alors il faudrait que je regarde exactement, mais Madame Custot, je crois que vous étiez en lien aussi avec Géraldine, il me semble, donc, sur cette application-là. Je crois que l'agence de l'eau Rhin-Meuse s'était intéressée au jeu. Voilà, oui. Donc il y a vraiment eu différentes applications dans différents contextes, à la fois sur des bassins versants avec des gestionnaires de bassins, et puis dans un contexte plutôt de sensibilisation de la population lors d'événements autour de l'eau, de l'environnement, ou avec des écoles, des lycées ou des universités. Donc pour votre deuxième question sur ce que moi ça m'a apporté, c'est... Moi, j'ai beaucoup apprécié l'expérience avec le jeu parce qu'effectivement, je trouve que c'est un outil qui permet de parler de choses vraiment extrêmement sérieuses et parfois graves. C'était pas le cas en Éthiopie, mais par exemple en Ouganda, où j'ai aussi travaillé pendant ma thèse, il y a des personnes qui meurent régulièrement à cause de la qualité de l'eau et de la pollution, et c'était représenté dans le jeu. Et dans le jeu, on pouvait en parler de manière assez simple finalement de ces choses qui sont pourtant très graves. Et du coup, ça permet de prendre du recul et de casser les tabous et de casser les conflits pour essayer d'aller de l'avant. Et donc c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel à utiliser ce genre d'outils
dans différents contextes. Et donc c'est vrai que moi personnellement, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, à la fois sur comment on peut faire travailler différents acteurs ensemble, et puis sur le contexte en Éthiopie et les problématiques là-bas. Donc j'ai bien l'intention de continuer à utiliser ces outils-là dans ma carrière. Nous nous demandions comment se passait la communication avec la population et si vous aviez un bon contact avec la population. Okay, I think in terms of communication, we have good communication with the communities because we are trying to, empower them to really speak, to have a say in the development agendas, and we are encouraging them to really do things that they want to have. Through participatory videos, through innovation platforms, through farmers field days. We have a lot of events that we are trying to engage them. So the communication between us and communities are very, very nice. Oui, Zélanem disait que la communication avec la population est très bonne. Lui, il travaille depuis de nombreuses années là-bas. Il a même fait une partie de ses études dans une université qui est basée là-bas. Et en fait, lui et ses collègues mettent en place énormément d'activités avec la population dans cette zone-là et ailleurs en Éthiopie. Donc ça, les jeux dont on a parlé aujourd'hui, c'en est une, mais ils ont plusieurs autres activités, comme la vidéo participative qu'il a montré tout à l'heure. Ils organisent aussi ce qu'ils appellent des Farmer Field Days. Donc en fait, c'est des journées où ils emmènent certains agriculteurs voir d'autres agriculteurs pour qu'il y ait un échange de pratiques et qu'ils puissent discuter ensemble, ou alors ils organisent des formations sur différentes pratiques agricoles. Donc la communication est plutôt bonne parce qu'en fait, ils permettent aux agriculteurs de s'exprimer, d'échanger, et donc ils sont plutôt les bienvenus auprès des communautés. Quel est le nombre approximatif de participants à ce jeu et quelle est la durée pendant laquelle dure ce jeu? I think you can answer this, right? It is 3 days per workshop and 30. Yeah. Donc en termes de durée, en fait nous à chaque fois les ateliers qu'on organisait avec les différents acteurs, c'était sur 3 jours en moyenne. Mais le jeu était qu'une partie des ateliers parce que lors des ateliers, il y avait aussi toute une réflexion sur les problématiques environnementales qu'ils voulaient gérer, sur les actions qui pourraient être mises en place, comment est-ce que ces actions pourraient être mises en place. Et le jeu était vraiment juste un outil au service de cette réflexion. Et je dirais que pour une première partie de jeu, en fait, l'idéal, c'est de le jouer en plusieurs fois. Une première fois où on joue la situation réelle, donc ça permet aux personnes, aux joueurs autour de la table, de comprendre comment le jeu fonctionne et puis de voir comment le jeu représente la réalité et la situation telle qu'elle est. Donc là, ça peut durer à peu près, l'idéal c'est 2 ou 3 heures, en comptant d'une partie plutôt de jeu au départ et puis après une partie où on discute de ce qu'on a vu dans le jeu, des différentes actions qu'on a jouées, des impacts que ça a eu dans le jeu et donc de comment c'est lié avec la réalité. Et puis après, on peut faire une autre session de jeu, par exemple, à nouveau de, je sais pas, 1h30, 2 heures peut-être, où là, on va réfléchir à, maintenant qu'on a vu comment le jeu représentait la réalité telle qu'elle est, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de nouveau et d'innovant pour améliorer la situation. Et donc là, les joueurs peuvent proposer d'autres actions et ils essayent dans le jeu de jouer ces actions et de voir si ça améliore l'état de l'eau, si ça diminue l'érosion, si ça a des impacts sur leurs revenus, etc. Donc voilà, souvent c'est vraiment un apprentissage, donc ça se fait en plusieurs fois.
En termes de nombre de participants, il me semble que dans le jeu, parce que du coup la dernière fois que j'y ai joué c'était il y a 2 ans et demi à peu près, je crois qu'on avait 6 participants. Donc c'était ça, on avait 6 joueurs, 2 en amont du fleuve, 2 au milieu et 2 en aval. Après, souvent, ce qu'on faisait, c'est que il y a 2 personnes qui jouaient ensemble et qui avaient un rôle, et puis après il y a les joueurs qui sont effectifs et qui prennent un rôle dans le jeu, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être un peu observatrices et se mettre derrière et qui elles vont dire ce qu'elles en ont pensé après au moment où on fait un compte rendu du jeu. Y a-t-il une méthodologie pour mettre en place une démarche de ce type, ou est-ce que c'est du donnant-donnant ou de l'adaptation au terrain? Oui, il y a une méthodologie. Bien entendu, finalement c'était notre travail à nous, donc les chercheurs venant de Montpellier, que d'accompagner Zelalem et puis les autres collègues en Éthiopie à développer un jeu qui était adapté à leurs problématiques. Donc nous c'est vraiment ce qu'on apportait, donc c'est ce support méthodologique au développement du jeu. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire du jeu, parce que finalement, il y a ce kit de base, What a Game. Si on veut simplement commencer à représenter un petit bassin versant et puis essayer pour voir ce que ça peut donner, on peut aussi le télécharger depuis le site internet et là en avoir un usage très simple où là il y a tout est fourni un petit peu clé en main, si vous voulez. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que c'est un outil qui peut répondre à différents types d'objectifs et on peut y passer 2 heures comme on peut y passer 25 ans de carrière finalement. Écoutez, on va conclure en remerciant d'abord Emeline et Zelalem d'avoir pris de leur temps, parce qu'on sait que pour les chercheurs, le temps c'est une des choses les plus précieuses qui existent. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup aussi à Frédéric Wallet à Montpellier qui fournit la plateforme technique qui permet au VisioChat d'exister, à Gaëtan Camrat Télé-Savoir qui met en œuvre les choses, et puis aux élèves et aux enseignants présents, ceux qui sont à distance et ceux qui ont fait le déplacement depuis Mirecourt jusqu'à Vittel. Merci à tous. Thank you, Zelalem. Merci beaucoup. And bye bye.